Quels sont ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on est en complète démocratie? Levez la main. Quels sont ceux qui pensent qu'on n'est pas tout à fait en démocratie, mais quand même un peu? Levez la main. Quels sont ceux qui pensent qu'on n'est plus du tout en démocratie? Levez la main. Ok. Ça marche. Alors du coup, pour aller plus loin, moi je vais vous donner une définition de la démocratie. C'est la mienne, c'est celle de la Truelle Rose, c'est celle qui est dans le manifeste. La démocratie, c'est un ensemble de droits inaliénables et indissociables. Okay. Dedans, il y a le droit de vote, y compris le droit de vote quand on n'est pas en accord, le droit à une pluralité d'offres politiques, le droit à une information libre et indépendante, le droit de manifester et le droit de prendre part à la décision politique. Donc, le peuple au service du peuple pour le peuple. C'est ma définition de la démocratie. Je vais reprendre chacun des points. Le droit de vote. Quels sont ceux qui, aujourd'hui, voudraient avoir la reconnaissance du vote blanc? Levez la main. Ok. Vote blanc pas reconnu. Donc, pas la possibilité d'exprimer un refus de l'offre politique qu'on vous présente. Première entrave à la démocratie. Droit à une pluralité d'offres politiques. 500 parrainages. Deuxième entrave à la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une machine de guerre, trouver vos 500 parrainages, c'est quasiment impossible. Donc tout ça, c'est un effet d'optique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est bien en démocratie parce qu'on a le droit de vote. On a une pluralité politique. On va avoir une dizaine de candidats. Ok ? Mais ces 10 candidats, ils s'appelaient Marché, ils s'appellent Roussel, ils s'appelaient Chirac, ils s'appelaient Sarkozy, aujourd'hui ils s'appellent Pécresse, ils s'appelaient Jean-Marie, elle s'appelle Marine. C'est les mêmes en fait. Ça fait 40 ans que vous avez la main mise sur le gâteau par une dizaine de partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui tiennent les rênes. Et en fait, nous, on en arrive à se dire « Ah ouais, mais quand même, moi je voterais bien, pas par défaut, j'aimerais bien quand même au premier tour pouvoir exprimer mon choix. » Mais le choix, vous ne l'avez pas en fait. C'est un effet d'optique, encore une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aimeriez peut-être avoir un nouveau courant de pensée qui émerge, mais c'est impossible en fait. Le système des parrainages a verrouillé ça. Je vais sortir un peu de ma feuille, je vais même aller plus loin que ça. Imaginons, vous récupérez vos 500 parrainages, d'accord? Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut un financement. Ben, vous allez aller chercher une banque. Mais il n'y a aucune banque qui vous prendra en fait. Sauf si vous êtes capable de mettre, bing, 200 000 € sur la table. En dessous de 200 000 €, on ne vous ouvrira pas un compte en banque. Donc en fait, cette forme que vous avez l'impression d'avoir une diversité d'offres politiques, c'est un leurre en fait. Ça fait quasiment depuis le début de la Ve République que tout est verrouillé. Je continue. Le droit à une information libre et indépendante. Alors je vous inviterai, on ne vous l'a pas projeté, on aurait pu. Je vous inviterai à aller voir la carte qu'a fait le monde diplomatique, avec les ruissellements de qui détient aujourd'hui les grands médias. C'est hallucinant. Si on prend l'exemple de Bolloré, alors je ne devrais pas le citer devant la caméra, parce que M. Bolloré quand même, il faut savoir que même quand il est sûr de perdre, il attaque les journalistes au tribunal s'il cite son nom ou qu'il le critique, parce que même s'il perd de toute façon, ça met de la pression, il y a plein de journalistes de peur juste d'aller au tribunal qui ne citeront pas son nom. La démocratie, pour moi, c'est un droit à l'information libre et indépendante. Vous avez des médias indépendants, ok? Ces médias indépendants, ils peuvent se rendre sur les manifestations, par exemple, pour les couvrir. Donc là, je reviens sur un autre droit fondamental de la démocratie, c'est le droit de manifester. Je ne vous parle pas des lois liberticides qui sont passées ces dernières années. On n'a plus le droit de mettre de masque, sauf en ce moment parce qu'il y a le Covid. Vous n'avez pas le droit de vous protéger, vous n'avez pas le droit d'avoir de liquide physiologique pour vous soigner des gaz lacrymogènes et tout ça. Vous pouvez vous faire ficher. Il faut quand même savoir, moi j'ai vu un homme se faire ficher parce que dans sa poche, contrôle à la sortie de la manifestation, il avait des fioles de sérum physiologique. La police a pris ses coordonnées et donc du coup, alors il n'est pas fiché, on est bien d'accord, mais il est quand même enregistré dans les registres de la police. Droit de manifester, le plus connu, c'est Rémi Buzine. Rémi Buzine qui travaille pour le média indépendant Brut. Il arrive à une manifestation, Rémi Buzine c'est un journaliste reconnu, il a une carte de presse et tout ça. Il a un masque, il a une étiquette presse, il a sa carte de presse et tout, mais il a un masque. Pas le droit d'avoir un masque, même quand vous êtes journaliste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque, on le met l'après-midi en garde à vue et on le relâche à la fin de la manifestation. Il n'a pas couvert l'événement. Donc,
pas d'information libre et indépendante. Pourquoi en démocratie, une seule personne, un préfet tout seul, peut aujourd'hui décider d'interdire une manifestation? Une seule personne, un préfet, qui reçoit ses ordres de l'État. Mais il suffit que le préfet décide et la manifestation est interdite. Donc nous, on est monté à Paris pour dire, en fait, non, on a le droit de manifester, ou alors on n'est plus en démocratie. Ce droit de prendre part aux décisions, il rejoint la question des députés. La question des députés. En fait, si vous regardez le maillage du territoire, il est très très bien fait. En fait, il y a énormément de circonscriptions et en fait, on a une très bonne représentativité. Le problème, c'est que les députés ne sont pas dans l'hémicycle. Donc là, je vais prendre le manifeste. Alors le manifeste, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez le trouver sur le site internet. Autrement, là, il y en a en version papier, après, si vous voulez repartir avec. Je vais vous donner un chiffre. Je vais vous parler de la loi sécurité globale. Alors, encore une fois, hein, la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la loi de sécurité globale. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. S'il y a des gens qui sont pour, qui ont des arguments pour ça, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec le fait que, vous savez combien on a de députés en France? Oui, 577. 577. Est-ce que vous savez combien de députés ont voté la loi de sécurité globale? Pas beaucoup. 112 députés. Donc c'est-à-dire pas un cinquième. Abstention 4, contre 33, pour 75. Voilà. Et c'est une loi majeure, qui va régir le fonctionnement de la police en France dans les années à venir. Un autre point sur cette possibilité de prendre part aux décisions. Pareil, encore une fois, j'imagine que la crise Covid, j'aurais pas aimé être président de la République à ce moment-là, ça ne doit pas être facile à gérer. Mais à quel moment il y a eu une association des citoyens, ou même ne serait-ce que des députés, au Conseil de défense qui a voté les couvre-feux, les interdictions de sortir, jamais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le peuple n'a été pris en considération pour ce vote-là, même pas les députés. La démocratie, je vous répète, c'est le droit. Ça n'a pas été un vote. Ça n'a pas été un vote. Non, non. C'était pas un vote. Non, non, mais ce que je veux dire à un moment donné, c'est que qu'est-ce qui les empêche de demander aux députés de venir prendre part au Conseil de défense en prenant des députés de tous bords ou en demandant à des citoyens de venir? Rien. Là, on a un Conseil de défense qui fonctionne en vase clos et qui prend des décisions auxquelles nous ne sommes jamais associés. Donc, si vous prenez les médias, dont on a déjà parlé tout à l'heure, ils vous annoncent que le vainqueur du premier tour est... Qui c'est qui arrive en tête au premier tour? Ça doit être Macron. Eh bien non, c'est pas Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au premier tour, puisque Emmanuel Macron, il a fait 18,19% des voix. Ah oui, nous on est déjà dans les prochaines. Non, je parle de 2017. En 2017, pour vous, c'est Macron qui est arrivé en tête au premier tour. Enfin, c'est ce que les médias nous ont dit en tous les cas, que Emmanuel Macron était en tête au premier tour des élections. Emmanuel Macron, il a fait 18,19% des suffrages exprimés. L'abstention a fait 22,23%. Si vous rajoutez à ça les votes blancs et les bulletins nuls, on arrive à 24,22% du corps électoral. Là-dedans, vous n'avez pas les 5 à 9 millions, selon l'INSEE, de personnes qui aujourd'hui n'ont pas leur carte électorale. Et j'en connais dans la salle. Comment on reprend le pouvoir? On réinstaure le vote blanc, mais avant le vote blanc, on supprime l'histoire des 500 parrainages. On supprime l'histoire des 500 parrainages. Dans parrainage, il y a parrain. Vous savez, vous avez l'impression d'être dans un film de mafioso un peu. C'est le parrain. Et tu me donnes ta voix ou tu ne me donnes pas ta voix? On instaure le vote blanc. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais le vote blanc, imaginons le vote blanc gagne, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 2 mois après, on refait des élections. Oui, mais comment le pays va tourner? Ça, c'est le truc qu'ils avancent tout le temps. Mais en fait, le pays, les départements gèrent beaucoup de choses, les communes gèrent beaucoup de choses, la région gère beaucoup de choses. Donc le pays ne va pas s'arrêter. Il y a des exemples de pays comme la Belgique qui sont restés des mois sans gouvernement. Et ça n'a pas empêché de tourner. Donc le truc de « Ah oui, mais attendez, le vote blanc, si jamais c'est le vote blanc qui sort, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça va continuer à tourner. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un président, ça ne veut pas dire qu'on vire le président. Le temps qu'on refasse des élections, le gouvernement reste en place. S'il y a un problème à l'international, il a les pleins pouvoirs pour gérer. Par contre,
pendant le temps qu'il y a les autres élections, il n'y a plus une loi qui est votée. Et le gouvernement, en attendant qu'il y ait une nouvelle élection, n'engage pas la responsabilité de la France sur quoi que ce soit, et aucune nouvelle loi. Okay, donc ça, c'est une des mesures qu'on propose. Vous allez me dire, oui, mais au bout de 2 mois, vous faites des élections, et puis 2 mois après, c'est encore le vote blanc. Ben, on en fait 3 comme ça. Et à la 3e, on prend les 3 premiers de l'élection, ceux qui ont fait le plus gros chiffre, les 3 premiers, et puis ils font une cohabitation. Et on retrouve un gouvernement de cohabitation avec une assemblée mitigée, avec différents bords politiques, où ils sont obligés de s'entendre, puisque c'est la représentativité du peuple, en fait. Il faut une équité. Donc, à la place des parrainages de maire, déjà, on met des parrainages citoyens, ce qui est beaucoup plus simple à obtenir, et du coup, il peut y avoir plus de candidats. Donc, on retrouve bien une pluralité politique, puisqu'on a plus de candidats. Et sur l'histoire de la campagne, de l'équité, nous, on dit non, mais faut que tout le monde ait les mêmes moyens, en fait. Autrement, c'est pas démocratique, puisqu'on part pas tous au même niveau. Et on peut pas être tous représentés de la même façon. Donc, c'est qu'en fait, l'État alloue à chaque candidat une somme d'argent. L'état d'urgence. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une urgence à la maison, je plaque tout, je prends mon gamin, ma copine, ma grand-mère, je sais pas qui en état d'urgence, mon copain, et puis je l'emmène à l'hôpital, et puis s'il y a vraiment une urgence, je règle l'urgence. Mais je ne vais pas mettre une machine à laver, je ne vais pas me faire griller du pain, et je ne vais pas passer un coup de fil à ma cousine pour lui demander si elle va bien. Je règle l'urgence qui est là, quoi. Alors expliquez-moi comment, en fait, si le pays est en état d'urgence, on peut continuer à voter des lois qui sont décisives pour l'avenir de la nation. Donc la proposition qu'on fait, c'est on dit, ok, d'accord, à un moment donné, il y a état d'urgence. Effectivement, avec le Covid, il y avait état d'urgence. On peut penser ce qu'on veut du Covid, mais il y avait un état d'urgence. Il peut y avoir un état d'urgence terroriste. Il peut y avoir des états d'urgence. Ok. Mais si on est en urgence, on règle l'urgence. C'est-à-dire que toutes les forces de la nation, le Sénat, l'Assemblée nationale, les maires, le Conseil régional, tout le monde travaille pour résoudre l'urgence. Et le reste s'arrête. Parce que dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une urgence, c'est ce qu'on fait. On s'arrête, on résout l'urgence et après on vote du reste. Comment vous voulez aujourd'hui avoir un débat public réel sur des lois comme la sécurité globale, sur des lois comme sur le chômage, sur des lois sur les retraites, si on est en état d'urgence? Les médias, encore une fois, focalisent toute l'attention sur l'état d'urgence et le débat démocratique, il passe à la trappe. Donc la proposition, c'est, ok, il y a état d'urgence, il n'y a pas d'autres lois qui sont votées. Toutes les lois qui doivent être votées sont des lois pour résoudre cet état d'urgence, pas autre chose. Et l'état d'urgence, il ne peut pas être déclaré par le seul gouvernement. Liberté de manifester et d'informer. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans les propositions qu'on fait, plus de préfets qui décident tout seuls. Ouh là là, il y a une manif, ça sent le chaud, c'est des casseurs, machin truc et tout. On réunit les élus, on réunit les citoyens, on prend la préfecture, on met un trio ensemble, on discute, est-ce qu'on interdit la manifestation ou est-ce qu'on ne l'interdit pas? Pourquoi on l'interdit? Est-ce qu'on la cadre comme ça, comme si? Mais parce que c'est absolument délirant. Aujourd'hui, vous voulez faire une manifestation, ah oui, on va vous donner l'autorisation, ben vous pouvez aller manifester sur le périph', il n'y a pas de problème. Là, vous emmerdez personne, en fait, là, vous n'avez pas de visibilité. Donc ça, c'est fini. En fait, c'est citoyens, élus, préfecture, qui se mettent autour de la table, qui examine pourquoi il peut y avoir une interdiction sur la manifestation et qui valide qu'il y a interdiction ou pas. Mais ce n'est pas le préfet tout seul. On va rajouter des citoyens au sein de l'Assemblée. Comment on va rajouter des citoyens au sein de l'Assemblée? Pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, le truc du couvre-feu à 18h. Il y a un système qui est très simple. Qui c'est qui a envie de jouer aux députés? Moi, pas trop, la politique. Oui, mais à un moment donné, c'est notre devoir de citoyen aussi. C'est ça, la citoyenneté. Alors, moi, je propose qu'on fasse la même chose que pour les jurés aux assises. Moi, j'ai été une fois juré aux assises. C'est-à-dire qu'on va tirer sur les listes électorales un tiers de l'Assemblée, et ces gens-là, pendant une durée, moi j'ai dit 3 mois, mais ça peut être autre chose. Ce que j'ai écrit là, tout est négociable. En fait, c'est un chantier. Donc, tout est à travailler ensemble, en fait. Et bien, pendant 3 mois, en fait, tu vas être tiré sur les listes électorales et tu vas être député. Alors ouais, mais il faut aller à Paris, c'est compliqué, l'employeur, machin. Ça marche avec les jurés d'assises, et là ça marchera d'autant plus parce que la proposition, c'est non seulement on remet de la citoyenneté au sein de l'Assemblée, mais on sort les députés de leur bulle, de leur dorure, et on les remet dans la vie. À Clermont-Ferrand, vous avez la Maison des Congrès. Pendant le festival du court-métrage, on rentre, je sais plus, tu peux me dire, peut-être 1000, 1500 personnes dans la grande salle. On a 577 députés. Pendant 3 mois, on décentralise l'Assemblée, on la ramène en province. Il y a tout l'espace pour les accueillir. Et au lieu de bouffer à la cantine
de l'Assemblée entre eux et d'être sous les dorures machin, eh ben ils auront bouffé un plat du jour à l'univers ou dans le bar à côté, quoi. Et du coup, on les remet dans la vie. Et en plus, ils ont un tiers de citoyens qui sont avec eux et qui votent les lois avec eux et qui peuvent proposer des lois. C'est pas dans leur intérêt. Je vous ai dit, les urnes, c'est leur talon d'Achille. Si on a le vote blanc, il n'y en a pas un qui passe.